Parmi les animés de sport, peu sont ceux qui ont retourné la promesse d'une histoire remplie d'esprit d'équipe et d'entraide autant que Blue Lock. 300 jeunes joueurs de foot, un programme pour réformer le football japonais, 299 perdants dont la carrière s'effondre à tout jamais, le tout pour faire naître le plus grand des gagnants, le plus grand égoïste, le meilleur des attaquants. Oui, vous l'avez compris, on est essentiellement sur un battle royale en mode football. Et mon dieu, que ce fut rafraîchissant pour le genre sportif en animé. Parce que Blue Lock c'est avant tout une philosophie, celle d'évoluer en détruisant tout ce que l'on connaît sur soi-même pour se reconstruire de zéro. Mais c'est aussi une vision du foot, une croyance que ce genre d'égoïsme chez un joueur qui le pousse à changer est la clé pour créer l'attaquant ultime qui pourra réformer même l'équipe trop studieuse du Japon et la faire gagner la Coupe du Monde. Car l'essentiel au foot c'est l'individualité, le désir de marquer par ses propres moyens. C'est ce genre de joueur le pivot central qui fait briller une équipe. Voilà en tout cas la conclusion à laquelle arrive l'œuvre, un constat bien différent des autres mangas et animés de sport d'habitude basés sur la cohésion d'équipe et où l'union fait la force. Et cette promesse elle prend vie au travers de tous les personnages que l'on y suit, tous motivés par un désir égocentrique d'être le meilleur, ramené à la surface par le programme du Blue Lock. Et c'est aussi ce programme en lui-même qui la représente, un pari risqué, tout perdre ou tout gagner, et qui sous haute tension fera se métamorphoser ces jeunes talents bruts en monstres d'ego incontrôlables, indomptables, la variable inconnue sur le terrain qui permet à une équipe de monter jusqu'au niveau mondial. La tête de proue de cette philosophie d'un unique vainqueur au football dont le charisme dirige les autres, c'est Isagi Yoichi, un jeune joueur qui au début de l'anime manque sa chance d'aller au national avec son équipe en faisant la passe alors qu'il aurait pu marquer lui-même. Au travers de ce geste, il confie son destin à quelqu'un d'autre au lieu de le prendre en main et au pire assumer sa défaite en pleine conscience qu'il aurait tout tenté. Il manque d'égoïsme. Et c'est ça qui le fait prendre le premier pas avant n'importe qui sur la ligne du départ du Blue Lock, inspiré par les mots de Ego Jinpachi, le coach impitoyable du programme, dont le discours a résonné en Isagi comme une opportunité de changer ce lâche qui n'a pas joué pour lui-même. Au fil du Blue Lock, Isagi va changer, se métamorphoser en développant son individualité et en détruisant tout ce qu'il croit être et savoir sur le terrain. Le personnage encapsule la thématique centrale du récit, lorsque l'on a échoué, que l'on deviendra une personne banale sans jamais accomplir nos rêves, deux choix s'offrent à nous. Se lamenter sur notre sort ou bien tout tenter, aller viser le plus haut possible, parier sur cette maigre chance de devenir ce que l'on souhaite être en dévorant tout sur son passage. Et qui l'eût cru que cette philosophie aurait pu s'appliquer en dehors de l'animé, dans le vrai monde, de la vraie vie véritable. En effet, car lorsque la saison 1 de Blue Lock sort, le résultat est assez inégal, car la production réalisée par le studio 8-Bits a la lourde tâche d'adapter le très complexe et détaillé du manga éponyme, écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura. Une adaptation qui se fait dans la difficulté, car bien que le résultat conserve les détails du style de l'œuvre originale, elle le fait dans un ensemble très figé. Un constat décevant forcément pour un animé dans lequel il est logique d'attendre de l'animation, du mouvement. Malgré tout, et contrairement à ce que certains diront, on n'était pas non plus sur un diaporama. La saison était plaisante car bien rythmée grâce à de la musique incroyable, un excellent doublage et surtout une mise en scène efficace et frénétique, qui traduisait finalement bien l'aspect lourd en dialogue de l'œuvre, en plus de rattraper le manque de punch du département visuel. Le tout avec quelques vraies fulgurances d'animation bien réelles, comme la fin de l'épisode 1 et les buts de Isagi dans l'épisode 5 et 11. Alors quelque part on peut dire au final que malgré ses limitations, cette saison fut de son mieux et a, à l'image de la philosophie de l'œuvre, tenté avec succès de viser le plus haut possible. Malheureusement, cette possibilité n'allait plus durer très longtemps, car après un film centré sur le personnage de Nagi, puis une saison 2 de 14 épisodes en seulement 2 ans de plus, arriva ce qui arriva, le mur infranchissable. Celui que même la stratégie de Isagi de se décomposer et se recomposer en pièces de puzzle ne pourra pas faire fléchir. Après le film sympathique et visuellement similaire à la saison 1 en un peu mieux sur la jeunesse du présentateur de France 2, la seconde saison sort seulement 6 petits mois après, les deux productions ayant certainement été réalisées en simultané. Et là, le constat est malheureusement sans appel, c'est un peu une catastrophe. On ne parle plus simplement d'un aspect un peu figé qui respecte malgré tout les détails du manga original dans une mise en scène efficace. Non, là, et contrairement à la saison 1 où l'ensemble rattrapait le visuel, ici, y a rien qui rattrape quoi que ce soit. L'animation est réellement mauvaise, les personnages glissent et zooment dans ce qui ressemble à une vidéo de gnocchi. La 3D déjà présente dans la première saison, quant à elle, prend une place démesurée, entrecoupant régulièrement les épisodes dans des plans qui n'essayent même plus de la dissimuler comme ce fut le cas avant. La mise en scène suit aussi la marche tout droit vers le précipice, elle ne conserve plus autant l'élan des matchs et laisse plutôt le temps d'admirer le désastre des PNG qui glissent tout simplement sur l'écran. Le dernier clou dans ce cercueil déjà préparé, c'est le trait qui, contrairement à la saison 1, est inconsistant, oscillant entre vrai dessin solide et brouillon distrayant. Au bout de ce défilé macabre, on passe déjà par les 5 phases du deuil, mais ce deuil prend encore une toute nouvelle dimension lorsqu'on se rend compte que la qualité décadente de cette nouvelle saison n'affecte pas un banal arc anecdotique ou de transition du manga, mais bien sa confrontation la plus emblématique et prestigieuse, celle du Blue Lock contre l'équipe des moins de 20 ans japonais. C'est ainsi que le cercueil déjà fermé prend en ampleur tragique, avec l'identité révélée du Maccabée. Et les réactions enragées ont bien sûr suivi, Blue Lock étant l'un des mangas les plus populaires du moment, notamment adoré pour son sens du style et son trait démoniaque, il fallait s'y attendre. Ce ne sont là que deux des facettes qui donnent à l'œuvre un goût prononcé pour la grandiloquence, aussi bien narrative avec ses personnages qui monologuent par-dessus la balle pendant 40 minutes, que visuel avec des représentations métaphoriques parlant des difficultés et pensées des joueurs. Mais sans le détail ni la qualité de la mise en scène, la saison 2, visiblement incapable de transmettre une quelconque frénésie, s'est transformée au fil des semaines en véritable désillusion totale, qui ne s'est malheureusement pas arrêtée avec le début du véritable match comme certains l'espéraient. Avec tout espoir de rédemption perdu pour les fans, l'animé est devenu pendant toute sa diffusion le sujet de blagues par excellence sur les réseaux sociaux. Des blagues parfois méchantes et surtout des critiques acerbes dirigées, je vous le donne dans le mille, vers les animateurs, réalisateurs et j'en passais des meilleurs, les artistes, petites mains passionnées au talent immense, qui sont, on ne sait pas trop pourquoi, souvent en première ligne de la violence des spectateurs à la place des vrais responsables. Ceux qui les mettent en premier lieu dans ce genre de production impossible à tenir, avec des plannings plus serrés que le train retenu par Spider-Man. Je parle bien sûr des fameux hommes en costard au sommet, les décideurs, comme dirait Jean-Marie Bigard, ceux qu'on appelle dans le médium les comités de production. Ce sont eux qui régissent ces adaptations, leur timing de création, et comme le révèle un animateur de la saison 2, Martin Kings sur TikTok,
Ces limites posées par les mauvaises décisions et les délais serrés sont ce qui ont mené à ce résultat. Lorsque la production s'est retrouvée sous pression à cause des délais, les producteurs ont décidé de supprimer de nombreux éléments utilisés dans l'animation. Ces problèmes sont dus au fait que les comités de production de certains animés acceptent des projets en ne pensant qu'à l'argent, sans prendre en compte les conditions de travail de leurs employés. Alors voilà, les animateurs voulaient voir grand, mais même s'ils tentaient d'imaginer des scènes plus ambitieuses, le réalisateur de la saison, chargé de décider de ce qui est faisable ou non dans les temps de production, les aurait revus à la baisse en supprimant beaucoup de dessins, afin de donner le résultat que nous avons tous vu. Avec toute chance de remonter la pente définitivement enterrée, les semaines de diffusion passèrent et tout le monde décréta la saison 2 de Blue Lock irrécupérable, ayant gâché l'un des meilleurs arcs de l'œuvre. Dans un match aux conditions aussi truquées, est-il même possible de se métamorphoser, viser plus haut, remonter la pente et finir en apothéose sur le fil du temps restant? Si oui, comment peut-on réaliser un tel exploit? Eh bien, en faisant ça. Je crois bien que je peux parler pour tout le monde en disant que personne, mais alors personne ne s'attendait à un tel revirement dans la réalisation durant le dernier épisode de cette deuxième saison de Blue Lock. Alors certes, il y avait eu des fulgurances qu'il est bon de noter auparavant, tels que les deux buts de Shido par exemple, ou même la qualité grandissante de l'avant-dernier et de ce dernier épisode avec des séquences comme Rin qui détruit tout le monde dans une mise en scène et ambiance sonore horrifique très marquée, mais rien n'aurait pu nous préparer à la folie qui se tramait lorsque l'animé Lock-in enfin passant de Blue Cock, la saison qui nous fait les boules bleues, à Blue Lock, le vrai cadenas bleu, débloqué par une clé salvatrice. Cette clé, cette dernière pièce de puzzle pour renverser la partie, c'est une séquence de plus de 6 minutes nommée Final Matchup où tous les curseurs sont au maximum, le tout dans un format cinémascope qui ne fait qu'accompagner une qualité et une immersion digne d'un véritable film. Et alors ça, même Isagi avec sa métavision n'aurait pas pu le voir venir. C'était un retournement de situation totalement imprévisible, presque dû à la chance qui résulte de tous ceux qui s'en sont donné les moyens. En effet, dans une production aussi catastrophique, il est rare voire impossible en général de voir un tel pic de qualité. Pourtant la voilà, sous le feu des projecteurs, impossible à ignorer, la preuve concrète du talent immense du staff de la saison, qui a été vers l'infini et l'au-delà pour proposer une action finale démentielle et montrer ce qu'ils valent au monde, comme s'ils étaient à l'image du Blue Lock dans l'animé sur le terrain défiant tous les pronostics. Et le MVP du match c'est Hajime Niira, celui qui storyboard, réalise et anime cette séquence climatique avec son format cinémascope dont le changement nous fait ressentir instinctivement que l'on rentre dans l'action décisive du match avec une immersion palpable alors qu'il ne reste plus qu'une minute de temps additionnel. À l'aube de cette dernière action, c'est Sae Itoshi, le Joker des U20 au talent monstrueux et indomptable qui récupère la balle. Les tribunes scandent leurs encouragements, la musique presque funéraire qui remixe le thème de Rin prend en ampleur, le décor est posé pour ce qui s'annonce comme un massacre en toute élégance comme seul son frère sait les faire, le tout dans une séquence dont on ne connaît malheureusement pas les animateurs, mais qui va donner le ton général de ce climax format cinéma. Car dedans, il n'y a pas que le format qui s'affine, c'est aussi le cas du trait, toujours détaillé mais qui cesse enfin d'être figé, permettant d'afficher comme d'habitude des émotions fortes sur les visages des personnages, mais aussi d'étendre cette expression sportive jusqu'à leur mouvement, alors qu'ils sortent, c'est pas trop tôt, de leur diaporama pour bouger. L'animation de cette séquence est lancée ne s'éloigne finalement pas trop du style habituel de l'animé, mais fait prendre vie à ces personnages de manière contagieuse, une effervescence quelque part représentée par les auras qui les entourent, et qui dans cette séquence réalisée de manière cinématographique et terre à terre, lui donne une dimension presque surnaturelle, un contraste qui appuie encore plus la fièvre de cette dernière action. Comme quoi, c'est mieux quand elle ne transforme pas tout l'écran en edit TikTok. Afin d'assurer l'immersion sur le terrain avec ses 22 joueurs qui s'y démènent, la 3D s'immisce également dans la séquence, mais est, à l'image des auras, aussi utilisée avec bien plus de parcimonie que dans le reste de l'animé, étant réservée exclusivement aux joueurs en arrière-plan et aux rapides transitions entre les plans qu'on n'a pas vraiment le temps de remarquer, créant un mix bien dosé et en réalité tout simplement nécessaire à un animé de sport avec autant de joueurs que l'on doit voir en permanence. Le défi sera alors non pas de ne pas utiliser de 3D, mais bien de la dissimuler au mieux, donc pas en faisant des big plans en 3D sur les gros pieds qui dribblent quoi, et fort heureusement ici c'est très bien fait. Si elle est camouflée avec autant de succès, c'est aussi grâce à la mise en scène déchaînée dont le timing change constamment entre temps réel et ralenti, ce qui représente presque le jeu de Sae, une sauvagerie gracieuse qui s'abat de multiples reprises sur les attaquants du Blue Lock comme un effet coup de poing presque en deux temps, l'attaque rapide puis l'impact décéléré. Le montage chaotique de la scène ainsi que le subtil travail de caméra qui suit avec stabilité les gestes délirants du frère de Rin encadre son imprévisibilité et le désespoir de ses prods dans des séquences anxiogènes et fugaces accompagnées par les notes funestes de la musique. Cette première partie du Final Matchup se termine finalement sur une idée de mise en scène absolument géniale alors que Isagi continue d'observer Sae foncer pendant que Rin s'interpose. Le plan large sur le stade dans lequel tombent des pièces de puzzle rythmées par les chœurs de la musique est un moment atmosphérique à couper le souffle qui nous fait comprendre avec cette imagerie caractéristique à Isagi qu'il est sur le point de trouver la dernière pièce quelque part dans la pluie qui fera remporter le match au Blue Lock, celle qui naîtra de l'affrontement entre Rin et Sae. Prenant place en dehors de l'action footballistique, la confrontation entre les deux frères tend vers l'abstrait avec l'œil de Rin qui se transforme et met en scène leur conflit à mi-chemin entre réalisme et surnaturel grâce à des viols métaphoriques et horrifiques dans la seconde partie de la scène qui met le petit frère en plein milieu des monstres qui cherchent à le dévorer, symbolique des attentes et titres que les autres essayent de lui imposer. Le compositing
à savoir l'ensemble des divers plans, effets spéciaux et lumière, est fort et épouse avec terreur les compositions de plans étriquées et anxiogènes au trait ancré, rendant d'autant plus cathartique le moment de flottement où Rin parvient à reprendre le dessus sur la lumière rouge de Sae avec son bleu en affirmant enfin sa propre identité. Ce genre de métaphore pour représenter les difficultés des joueurs n'est pas une première pour Blue Lock, mais ici la musique mélancolique, la performance du comédien de doublage de Rin, ainsi que la réalisation de la scène qui résume avec émotion le conflit, donne une tension dramatique rare dans la série. Les pièces de puzzle transformées en flocons de neige dans la première scène de cette séquence étant autant le symbole de la scission entre Rin et Sae que le signe avant-gardiste que la clé du match se trouvait dans la résolution de leur conflit. Et justement, la voilà cette clé, celle qui va résoudre en apothéose ce match, mais aussi débloquer définitivement ce cadenas imaginaire qui retenait la saison vers le bas, la victoire absolue. Le véritable face-à-face par-dessus le ballon entre Rin et Sae peut commencer. Il est entièrement réalisé et animé par Hajime Niira dans un style Kagenashi, littéralement sans ombre, qui simplifie largement le design habituellement très détaillé de la série pour des formes plus simples. Il n'a pas peur de déformer afin de représenter des mouvements plus expressifs. En résulte une animation versatile et malléable à souhait, affranchie des standards de cette saison, trop figée et focalisée sur le fait de conserver le trait du manga original. Mise en contraste par l'atmosphère environnante froide et immersive en nuances de gris très terre à terre, ce rendu est pur et plat mais d'autant plus en valeur la confrontation en l'isolant du reste du décor. On ressent alors une véritable transe sportive pendant que Rin et Sae bougent et tentent de se dribbler dans tous les sens, chaque mouvement ponctué d'effluves de transpiration comme coupé du monde extérieur. La mise en scène est vive et surtout riche avec des points de vue changeant régulièrement et qui accompagnent avec brio les dribbles erratiques des deux joueurs tellement immergés dans l'intensité qu'on a l'impression d'être le ballon malmené entre leurs pieds. Une véritable ampleur se ressent dans l'enchaînement des plans, une immersion grandissante en plein milieu du terrain soutenue par une absence de musique remplacée par les cris d'encouragement grandissants du public dans les tribunes dont le tempo s'apparente presque à des battements de cœur afin de toujours plus augmenter la tension. Il n'y a plus rien autour, plus aucun artifice, juste les sons du ballon et du public dans ce moment de concentration ultime. Avec son rendu et son atmosphère criarde, son action recentrée sur Sae et Rin, coupée du reste grâce au contraste puis au format et enfin le bruit du stade crescendo, le duel capture l'excitation même du football de manière cinématographique, la véritable transe sportive. Une transe sportive aussi palpable que pyrotechnique qui se permet même quelques tentatives uniques pour agrémenter son approche telle que l'utilisation de la 3D juste après les encouragements des spectateurs récurrents pour un plan rotatif qui part des tribunes jusqu'à Rin et Sae, l'action passant de 3D à 2D de manière organique dans une transition presque invisible à l'œil nu. Les auras sont également présentes comme dans la première partie du final match-up, mais complémentent une fois de plus avec élégance le rendu sans lui faire de l'ombre, donnant juste ce qu'il faut d'intensité et de plus vrai que nature. À l'image des auras moins proéminentes, la séquence qui se fait dans le silence absolu sans le moindre dialogue ou monologue s'éloigne de la manière de faire habituelle de Blue Lock et propose une séquence naturellement très marquante de par son unicité dans la série, car jusque là nous n'avions jamais pu y voir un vrai segment de match en temps réel, sans dialogue grandiloquent et musique frénétique, juste avec l'intensité du sport et la tension qui vient avec. Et cette dite tension arrive à son apogée lorsque Rin déjoue Sae pour la première fois et qu'il permet à Isagi d'avoir l'occasion de but qu'il avait manqué de considérer la saison dernière, celle qui naît d'une probabilité, d'une intuition, d'un pari risqué. Oliver Haiku manque de rattraper la balle et l'écran passe en noir et blanc dans un silence absolu, alors que Isagi court vers l'opportunité. Il a déjoué toutes ses prédictions. Dans un bruit cathartique de puzzle qui se renverse et d'une coupure abrupte, Isagi attend enfin le flow et trouve la solution qui va lui permettre d'accéder au but de la victoire alors qu'il foule le sol sous ses pieds en faisant éclater les pièces dont il était composé. La tension atteint alors son paroxysme dans un moment de flottement, les autres joueurs n'en croient pas leurs yeux alors que le buteur s'apprête à tirer, l'atmosphère tout autour de lui plongée dans les ténèbres, un véritable instant d'omniscience dans lequel la pièce capitale passe devant son œil, la chance. Le son qui montait crescendo comme un long eureka est coupé brut par le tir dont on voit la frappe véloce et puissante de différents points de vue, tous plus cinématographiques les uns que les autres comme un vrai replay. Le but s'approche des cages, les plans coupent de manière sèche et de plus en plus rapide sur Isagi qui retombe pendant que le gardien saute pour arrêter la balle. Un son de sifflement monte progressivement comme si les pièces de puzzle se connectaient enfin, et alors que le but semble sur le point de rentrer, le son devient lourd pour ponctuer la scène d'une touche dramatique finale, dernier pic d'émotion avant l'impact libérateur de la balle dans les cages, accompagné d'un plan coup de poing placé à l'intérieur des filets pour mettre fin au suspense agonisant. Et décrire l'intensité à couper le souffle qu'évoque cette séquence en la résumant est simplement impossible, rien ne rend honneur à voir cette longue construction où plus rien ne semble exister, puis ce moment de réussite salvateur en temps réel. L'absence de son est anxiogène, le suspense à son comble, et malgré la folie de cette séquence, une fois le but marqué, la célébration de Isagi vole presque la vedette à tout ce qu'il y a eu avant en étant pour moi la chose la plus vibrante et contagieuse que Blue Lock n'a jamais mis en scène. Isagi lève les bras devant les projecteurs, il inspire et le son revient avec la célébration de la foule en délire, les commentateurs qui crient un énorme GOAL et le thème principal de la série en fanfare par-dessus un plan qui tourne dans l'entièreté du stade, entrecoupé par les occasionnels plans en slow motion des spectateurs récurrents du match extatique. La mise en scène portrait à la perfection l'excitation, la célébration après un moment aussi tendu. La musique et les cris ainsi que le plan tournant en 3D autour des tribunes du stade avec les coupures et les spectateurs rend l'effervescence contagieuse. Je trouve particulièrement original et malin que la véritable célébration soit faite par le public et les commentateurs plutôt que par Isagi lui-même qui ne fait qu'inspirer pour la lancer. Car ce but est une consécration aux yeux du monde, une preuve qu'il existe, une manifestation de son parcours jusqu'à maintenant et d'à quel point il a changé par rapport au jeune garçon qui se lamentait d'avoir passé la balle. Un moment aussi gratifiant pour le personnage que pour nous, les spectateurs qui l'avons vu se métamorphoser à tous les tournants en prenant son destin en main et en visant toujours plus haut. Même sans cri de victoire, sa consécration est montrée de la manière la plus grande et saisissante possible, sa silhouette qui s'empare du plan devant les lumières du monde avec férocité. Et heureusement on le voit quand même plus tard célébrer auprès de ses coéquipiers en balançant son poing en rythme des bruits de la foule. Tout comme dans l'entièreté de la séquence en cinémascope, les dessins sont immaculés, on ressent dans les points serrés de Isagi et surtout de Ego qui jouit. Mais ouais, non mais c'est une dinguerie, c'est une folie de faire cette erreur.
Et surtout de Ego qui suit juste après, une puissance et une euphorie qui crèvent l'écran, surtout pour le coach du Blue Lock, dont le fait de contenir son enthousiasme tant bien que mal lui va si bien pour portrayer avec subtilité cette facette encore jamais vue du personnage qui a longtemps désiré cette victoire. En bref, cette dernière section du match est tout simplement incroyable. Une démonstration inespérée dans une telle production de talent et de passion portée par le génial Hajime Niira et tous les animateurs et autres staffs qui ont pu travailler dessus. Une preuve que cela aurait pu être Blue Lock saison 2, une preuve que le staff n'est pas à blâmer, une preuve qu'ils sont extrêmement passionnés et qu'ils seraient plus que capables de délivrer quelque chose de cette qualité. Malgré tout, ma vidéo s'appelle La saison 2 de Blue Lock n'est pas nulle, et vous me direz oui, mais Actuali, t'as parlé que de ce climax, et un climax de plus de 6 minutes, et aussi bien soit-il, ne fait pas une saison, hein. Et vous savez quoi, vous auriez bien raison, ce climax ne sauve évidemment pas toute la saison 2 de Blue Lock. Cependant, je pense qu'il est important de se pencher sur les choses qui le ramènent à la surface, et qui ont en réalité toujours été présentes cette saison à moindre mesure. Je parle bien sûr des pièces de puzzle qui sommeillaient et s'assemblaient progressivement juste sous nos yeux sans qu'on soit capable de le voir. Et oui, parce qu'au final, je n'ai pas menti dans mon titre, je ne trouve pas la saison 2 de Blue Lock nulle, et clairement, le final représente bien le potentiel dormant de cette saison, mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Bien que la saison soit de qualité médiocre en termes d'animation et de visuel, quelque chose de bien sûr absolument primordial dans un animé, je trouve personnellement que les gens ont tendance à largement exagérer ce que nous avons eu. Alors certes, c'est vrai que le début tout particulièrement était très compliqué, avec des épisodes littéralement diaporamas, et des diaporamas la plupart du temps assez vilains, manquant du détail si caractéristique à Blue Lock. Les techniques pour compenser le manque d'animation telles que les glissements ou les zooms sur les personnages, ainsi que le ballon qui rebondit de manière très grotesque et peu naturelle, n'ont pour sûr pas aidé non plus. D'autant plus car la mise en scène avait tendance à ne pas les dissimuler correctement. En parlant de pas dissimuler correctement, comment ne pas revenir sur la 3D une fois de plus, souvent montrée sans aucun détour et entrecoupant trop régulièrement l'action de manière distrayante. Tout ce que je cite là, ce sont des facettes qui étaient présentes au début, qui ont particulièrement fait jaser, et en réalité elles sont restées tout du long de la saison. Cependant, je suis vraiment d'avis de dire que le constat s'est quand même arrangé au fil des épisodes. Je ne sais pas vraiment si c'est juste moi qui m'y suis habitué, mes standards qui ont baissé pour ainsi dire, mais je pense que j'ai appris à apprécier ce qu'il y avait de bien. Comme tout le monde, j'étais extrêmement déçu bien sûr du début de la saison et attristé de découvrir l'œuvre comme ça pour moi qui n'avais en plus jamais lu le manga. Mais au fil des épisodes, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais un bon moment. Et pour avoir vu beaucoup de désastres ambulants au fil des années, tels que bien sûr les 2 dernières saisons de Nanatsu no Taizai ou encore Tokyo Ghoul, je peux dire avec assurance que les adaptations vraiment catastrophiques, que ce soit dans le visuel ou dans l'histoire, sont vraiment dures à apprécier. Bon, alors on peut les apprécier en s'en moquant, mais Blue Lock pour moi c'était pas vraiment ça, c'était du vrai plaisir. Déjà parce que l'histoire est totalement respectée, adaptation studieuse du manga, qui conserve donc le charme que j'avais apprécié dans la saison 1, à savoir une approche unique de l'animé de sport, une vraie philosophie rafraîchissante et riche sur le football, et surtout des confrontations grandiloquentes où les personnages se dévorent entre eux sans jamais se taire. Blue Lock c'est l'anime de sport le plus animé de tous les temps, des design pas possible, des personnalités comme Baro Ushido, t'as peur, des énormes monologues de 2 heures dans des matchs qui durent pourtant 30 minutes, la surenchère est permanente et c'est précisément pour ça que c'est génial. Et ça, non seulement la saison 2 l'adapte forcément comme la première, mais en plus malgré ses lacunes visuelles, eh bien elle arrive tout de même à suivre toute cette énergie. Alors oui, c'est pas tout le temps très beau et ça bouge mal, mais globalement les dessins sont quand même plutôt constants, plutôt détaillés, et la manière dont les plans s'enchaînent dans la mise en scène, malgré quelques faux pas et trucs vraiment incompréhensibles, comme les kick-offs par exemple qui démarrent chaque action en cassant le rythme, reste assez similaire à la saison 1, rythmé et frénétique. Même s'il y a beaucoup de choses pas très réussies, on n'a jamais trop le temps de s'attarder dessus, l'élan continue toujours d'aller de l'avant. Le tout par-dessus des doublages excellents pour les personnages et des musiques excellentes complètement électrisantes, tout comme ça a toujours été le cas. Figer l'action régulièrement n'est en plus pas forcément un problème grâce aux longs dialogues et monologues qui ponctuent l'œuvre, qui ne possède en fait pas tant d'action réelle que ça. Et comme je le disais, le début compliqué de l'animé a quand même évolué vers le haut, à partir du début du match contre Louvain, avec des fulgurances d'animation comme le but de Nagi, les 2 buts de Shido, celui de Baro et enfin bien sûr le climax. Même s'il n'était pas en grande quantité, la saison avait tout de même quelques moments du genre à proposer. Grâce à ces fulgurances et ce travail de mise en scène, je trouve que la réalisation garde en punch et qu'on ressent clairement la volonté de faire la meilleure saison possible malgré les conditions, comme dans la saison 1 en fait. Quelque chose qui se transmet aussi clairement grâce à l'ajout d'un vrai travail de compositing par rapport à celle-ci. Avant, les décors étaient tout gris et plats, l'atmosphère environnante inexistante pour ainsi dire. Cette saison 2 à l'inverse travaille vraiment ses compositions de plans, ses effets, ses lumières, souvent à de vraies bonnes fins pour donner une ambiance unique à chaque scène, chaque action, chaque joueur, tout se ressent avec une identité beaucoup plus marquée que précédemment. Le plus évident par exemple étant les pièces de puzzle bleu de Isagi. Il y a de vrais moments forts je trouve dans cette utilisation du compositing, comme cette scène de l'épisode 5 où Ego explique le flow, qui joue énormément avec l'éclairage et élève vraiment le propos et l'intensité de la scène. Bon, alors bien sûr il y a aussi beaucoup de n'importe quoi fait avec, comme par exemple cette transition movie maker qui a tant fait parler, ou globalement beaucoup de scènes où on dirait juste qu'un gars a renversé tous ses effets After Effects par accident dans les plans, ce qui donne un effet édit TikTok un peu abusé. Une facette qui parfois couplée au sound design toujours très grandiloquent peut un peu tendre vers l'overdose. Cependant cela n'empêche pas cette facette d'être une vraie plus-value par rapport à la saison 1 pour cette saison 2. Avec tout ce dont je viens de parler, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien apprécié cette seconde saison, je trouve qu'elle reste agréable à regarder bien qu'assez médiocre au global. Et ce sera peut-être une conclusion assez pétard mouillée, mais j'imagine que le but de cette vidéo
vidéo, c'est peut-être de mettre en lumière la différence entre un 1 sur 10 comme Twitter essaye de le faire croire et un 5 voire 6 sur 10, note dans laquelle cette saison tomberait plus tôt. En effet, Blue Lock n'est pas tout seul à avoir un goût pour la surenchère, c'est aussi le cas d'Internet qui s'est comporté à l'égard de cette saison 2 comme si elle était la pire série d'animation jamais créée, ce qui ne pourrait pas être plus loin de la réalité. Blue Lock saison 2 est certes une production tourmentée, mais loin d'être la pire qu'on ait pu voir. Elle s'apparenterait presque à la rigueur à une saison finale partie 1 de l'Attaque des Titans par Mappa par exemple. Une petite douche froide, au début en tout cas, mais qui adapte au moins de manière décente avec des fulgurances ici et là l'œuvre d'origine. Et surtout, pour une saison aussi sacrifiée que celle-là par les comités de production, je trouve que dans tous les cas, le résultat produit par l'équipe derrière force le respect, surtout avec les moments marquants qu'ils ont réussi à y parsemer. Tout le monde est censé se focaliser sur le négatif, et en soi je le comprends, c'est une adaptation décevante d'un manga aussi apprécié, ça c'est sûr, et le négatif doit être dit haut et fort, car ça ne doit bien sûr pas devenir le standard. Mais on peut aussi, pour compléter tout ça et avoir une démarche d'honnêteté intellectuelle, dire tout ce qu'il y a de bien aussi, et respecter les efforts produits parce qu'ils sont là, et en quantité. Et quitte à être négatif, autant le faire bien, à savoir diriger ses fourches vers les bonnes personnes, pas faire un tweet pour faire ses stats en disant n'importe quoi et en se moquant des animateurs par exemple, mais plutôt en dénonçant les vrais responsables qui cadenassent leur talent. Bref, à une saison 3 qui ressemble à la fin de celle-ci, même si je ne me fais pas d'espoir, vu la popularité de Blue Lock, elle arrivera vite, trop vite, et le cycle se répétera sans doute. Mais il ne faut jamais oublier que la graine qui se trouve dans cette saison 2 de Blue Lock recèle définitivement la possibilité d'excellence. La seule chose de mauvaise qui s'y trouve, ce sont ses éleveurs. Un potentiel de génie emprisonné par des visions trop étriquées, c'est finalement un peu ce que racontait l'arc de Blue Lock avec Louvain. Un récit qui prend une fois de plus vie dans la réalité. Sauf que dans la vraie vie continuellement truquée, le puzzle de Isagi aura bien du mal à s'assembler entièrement. Et c'est triste. Well, I stare with all stars against God. Never nothing come to break through with my God.